Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo informative. Nous avons aujourd'hui avec nous deux guests. Donc, nous avons Olivier Etriard. Olivier est Financial Representative en Floride. Il conseille les Français et les Américains sur les meilleures manières de protéger et leur famille et leur entreprise. Olivier a travaillé près de 9 ans en France en tant qu'agent d'assurance. Notre autre guest est tout simplement Monsieur Cédric, Maître Cédric Dogand, je devrais dire. Cédric est un notaire spécialisé sur les non-résidents et étrangers qui investissent en France. Il a vécu plusieurs expatriations et parle donc plusieurs langues. Il est actuellement membre de la Chambre des notaires des Savoies et il a été président du congrès du mouvement Jeune Notariat en 2019 sur le thème notaire et droit international. Olivier, je te laisse donc le floor. Merci Charles, bonjour Cédric. Donc je crois que le tirage au sort m'a désigné pour parler en anglais aujourd'hui. Donc eh bien, je vais débuter. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner 6 conseils pour les Français expatriés. Donc, very often what we see is that expatriates insure their car, their house, their smartphone. This is very important, but they often forget to protect what is even more precious, their assets, their family, and their income. The first topic is about your assets. For example, tomorrow you are found responsible for an accident and ordered to pay somebody several $100,000. The question is, how will you pay this huge amount of money? Another example, do you know what you are covered for in case of illness or accident? Because healthcare costs can quickly reach tens of thousands of dollars and can wipe out your savings. So the tip number 1 is protect your assets. The second topic is about your family. A question, what have you planned to protect your loved ones? What kind of solutions have you made? Do you have a will? Do you have a power of attorney? Because forgetting this can lead to very serious problems for your family. Another example, who will pay off your mortgage, finance your children's education, and maintain your family standard of living if you are gone tomorrow? So the tip number 2 is protect your family. And the third topic is about your income. Let's imagine that you cannot work for 6 months, 2 years, 5 years, or your income drops by 2/3 over the next few years. What is your plan B to maintain your standard of living in the long term? This issue is very obvious for self-employed people, but it's also true for employees who often think wrongly that they are sufficiently covered by their company. If you are a business owner and one of your partners can no longer work for several months or dies, what have you planned to ensure the survival of the company, and how will you buy his shares? And the last thing is, let's imagine you have a very important employee, and one of these employees, essential to the company's operations, becomes disabled. What solutions have you put in place to maintain the business? So the last tip is protect your income. So, Olivier, what do you recommend we should do? So I would say you have 3 options. The first one is consider that you're in good health, you're very careful, you don't want insurance, you don't need anything, and you keep your finger crossed. The second solution, I see that very often. You think that these problems are important, but you have no time now, and you will see that later. But very often, later is too late. And the last solution is just
anticipate, look what you have now, check your needs, and make a plan step by step. Thank you very much, Olivier, for your intervention. Et nous allons maintenant revenir en français avec Cédric. Cédric, je te laisse la salle. Cédric, tu es muté pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, on n'est plus en Silicon Valley, hein, ça y est. Hein. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de pouvoir intervenir avec mes deux compères. Bravo pour l'intervention d'Olivier, c'était très clair. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Me concernant, ça va être un peu plus côté français que j'interviens, puisque le notaire a une compétence essentiellement nationale, donc française, d'accord. Alors, comme tu as pu le dire, Charles, j'ai eu la chance de pouvoir vivre plusieurs expatriations. Donc, dans les dernières conférences que j'ai pu donner à l'étranger, le cas classique était le suivant, c'est-à-dire que les Français qui s'apprêtent à quitter la France, ils sont tout feu, tout flamme, d'accord. Donc, ils ont tout résilié côté français, ils ont assuré le contrat de travail qui est signé, le bail de la maison qui est prêt, l'école des enfants qui est prêt aussi. Enfin, on a tout sélectionné, ils sont dans l'avion et puis on se détend, tout va bien. On arrive dans le nouveau pays et on est tout fiers, tout contents de cette nouvelle expérience. La seule chose à laquelle les Français qui s'expatrient ne pensent pas forcément, c'est que la loi française ne va pas les suivre partout où ils vont se déplacer. Et donc, cet élément peut poser pas mal de difficultés. Alors, non pas sur le coup, mais si un jour il y a un pépin, par exemple un décès, un divorce, etc. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se retrouve face à une bombe. Voilà. Donc moi, mon premier thème d'intervention, ça va être principalement concernant les successions internationales, enfin internationales franco quelque chose forcément, parce qu'il faut garder néanmoins un aspect français. Moi, mon principal conseil, ce serait de faire évidemment attention. Pourquoi ? Parce que dorénavant, pour toutes les successions qui s'ouvrent depuis août 2015, précisément le 17 août 2015, ce n'est plus forcément la loi française qui vient s'appliquer aux Français, de nationalité française. D'accord ? En application du dernier règlement européen sur les successions, je suis assez généraliste, je ne rentre pas dans le détail, mais brièvement, pour aller à l'essentiel, le point de vigilance, c'est de savoir qu'en fait, si vous veniez à décéder et que vous résidez à l'étranger, la loi qui s'appliquerait à votre succession sur la partie civile, d'accord, ce sera la loi de votre dernière résidence habituelle. Et voilà. Et là, déjà, c'est une première bombe qui explose parce que pourquoi les Français, comme je viens de le dire, pensent que la loi française les suit et malheureusement, en matière successorale, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, moi, mon premier tip, comme dirait Olivier, ce serait de s'enquérir dès qu'on arrive, alors je sais que ce n'est pas forcément évident, mais de s'enquérir dès qu'on arrive auprès d'un professionnel local de la loi successorale qui serait susceptible de vous toucher. D'accord ? Alors, par exemple, on va parler des États-Unis, c'est le dernier pays où j'ai eu la chance de vivre. Alors, gros carton rouge quand on parle de la loi américaine, parce que comme vous le savez, je ne vous apprends rien, il y a une cinquantaine d'États, et donc civilement, il peut y avoir une cinquantaine de lois successorales applicables. Donc, il faut principalement parler de la loi de l'État dans lequel on est. D'accord ? Et tout ça pour dire que ça peut avoir de vraies conséquences désastreuses. Pourquoi ? Parce qu'en France, on connaît la réserve héréditaire, les parents sont protégés, le conjoint est protégé, les enfants sont protégés, etc. etc. Mais peut-être que là où vous résidez, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou peu importe ailleurs, en fait, peut-être que la loi civile locale, elle est complètement différente de celle que vous aviez jusque-là l'habitude de connaître, ou du moins d'entendre dans les médias. D'accord ? J'ouvre une parenthèse, à partir du 1er novembre 2021, il y a de nouvelles dispositions qui renforcent la protection de la réserve héréditaire, notamment des enfants. Enfin, la réserve héréditaire, c'est quoi selon le droit français ? On protège le patrimoine de certaines catégories de personnes, notamment principalement les enfants. D'accord ? Mais tout ça, ça va compter du 1er novembre 2021, donc c'est demain. On en reparlera si l'occasion se présente. Ça, c'est la partie civile. Qu'est-ce que c'est la partie civile ? C'est simplement la loi qui va s'appliquer de l'ouverture de la succession jusqu'au partage de la succession. Je ne parle pas de l'aspect fiscal. Pourquoi ? Parce que l'aspect fiscal, la France a de la chance,
la France a signé pas mal de conventions, beaucoup de conventions fiscales internationales, d'accord, dont l'objet est d'éviter la double imposition. C'est-à-dire qu'en fait, et ça marche pour les États-Unis notamment, puisque là, on a un lien avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, on va éviter, c'est un cadeau, donc il faut en profiter, c'est-à-dire on va éviter de faire taxer 2 fois sur la même chose. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais il faut savoir que civil et fiscal, ce sont 2 choses différentes qu'il faut appréhender de 2 façons différentes. Voilà, d'accord ? J'enchaîne directement sur mon deuxième thème qui concerne les acquisitions immobilières. Alors, on entend dire, oui, les Américains, les Français qui résident aux États-Unis, bla, 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 FATCA, etc., etc. Tout est blacklisté, etc. C'est une légende urbaine. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein. C'est sûr que si vous êtes résident aux États-Unis et que vous voulez faire un emprunt et que vous passez par la banque postale en France, ça va être compliqué. Néanmoins, j'ai beaucoup de clients, puisque je ne fais que ça, quasiment que ça. J'ai beaucoup de clients des États-Unis qui investissent en France. Et d'ailleurs, on en parlait entre nous il y a encore quelques jours, hein, mais il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, 2017-2018, il faudrait que je vois si ça a été actualisé, mais les premiers investisseurs en France étaient, je vous le donne en mille, les Français résidant de l'étranger. Donc, ça a du sens en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours, on est toujours d'une façon ou d'une autre rattaché à notre cher pays, la France. Et donc, pas mal de gens investissent, que ce soit du locatif ou autre, ou simplement pour la retraite. Ils veulent avoir un pied-à-terre. Et donc, voilà, acquérir un bien immobilier en France est tout à fait possible. Mon type, comme dirait Olivier, c'est qu'il faut simplement avoir les bons contacts en face de soi. D'accord ? Il y a des banques qui sont plus ou moins spécialisées sur les non-résidents américains. Il suffit d'avoir les bons partenariats, les bons financements. Il faut voir aussi la structuration. Est-ce que vous achetez sous votre nom ? Est-ce qu'il faut faire une société ? La SCI, attention, la SCI est à la mode, mais parfois la SCI, c'est la fausse bonne idée. Parce que il faut vraiment que la SCI soit, peu importe, mais il faut que le mode de structuration par lequel vous allez acheter soit vraiment, c'est du cas par cas en fait. Donc c'est pas parce qu'on entend dans les journaux que la SCI c'est top qu'il faut forcément foncer tête bêche comme on dit, et acheter au travers d'une SCI. Parce qu'attention, tout ce que vous faites en France pourra pour les résidents US avoir des répercussions insoupçonnées si vous ne vous en préoccupez pas au préalable, avoir des répercussions insoupçonnées en matière de taxes. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, investissez en France, c'est possible. D'accord ? Et enfin, le dernier thème, alors là, gros thème, les trusts américains. D'accord ? Alors, on ne va pas les blâmer. Je ne vais pas les blâmer, mes confrères locaux qui sont à l'autre bout du monde, puisque j'ai moi-même vécu en Californie plusieurs années. Ils sont tous très compétents, etc., etc. Mais attention, lorsqu'il s'agit d'un trust et que ce trust, il a un lien avec la France, que ce soit par le biais du domicile d'une personne, parce que pour les personnes, c'est essentiellement le domicile fiscal. Si le trustor, le trustee ou l'un des beneficiaries, ils ont un domicile fiscal en France et que vous le mettez dans le trust, ou alors que vous mettez dans un trust américain un bien en France, figurez-vous que vous êtes soumis à des déclarations fiscales françaises. Et oui. Pourquoi ? Parce que brièvement, pour l'IRS américain, tout ce qui est trust, pour le fisc français, tout ce qui est trust, c'est un peu flou, c'est une espèce de nébuleuse, une espèce d'enveloppe juridique dans laquelle on met des biens. Est-ce que c'est pour faire du blanchiment ? Est-ce que c'est pour évincer l'impôt, éluder l'impôt, etc., etc. Bon, toujours est-il que, d'un point de vue personnel, moi je trouve que le trust est très, très bien lorsqu'il est bien fait et que c'est fait au cas par cas selon le projet de chacun. Néanmoins, avec la France, attention. Voilà, je vous le dis, il y a des déclarations fiscales à faire. Il y en a 2 principales. Lorsque vous créez, modifiez ou vous révoquez le trust. Et une deuxième déclaration sur la valorisation des avoirs qui sont placés en trust. Donc, vous allez me dire, oui, mais bon, on est à 12 000 km pour les Californiens. Je prends plus loin, mais même plus, on va aller à Hawaï. On doit être à 15 ou 18 000 km. Comment est-ce que vous voulez que le fisc français nous débusque ? Écoutez, moi je pose simplement une question. À l'heure où le fisc français utilise Google pour voir si les résidents français ont bien déclaré leur piscine, voilà, Big Brother is watching you, point d'interrogation. Je pose la question. Toujours est-il que si vous
si si le fisc français s'en aperçoit, il y aura des pénalités. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais gardez à l'esprit que voilà, si vous ne faites rien, vous vous exposez à des sanctions financières. Et si vous le faites, ça ne mange pas de pain. Et au moins, vous avez l'esprit serein. C'est la raison pour laquelle toujours il faut se rebasculer vers des confrères locaux en matière de trust, mais des confrères locaux qui, je dirais, ont à minima, une certaine appétence au niveau du droit international. Et puisque là, ça se dirige principalement vers des non-résidents français, et des lawyers, hein, il y en a, il suffit de voir aux ambassades et consulats, il y a des listes, mais des professionnels locaux qui ont une sensibilité au droit français. Voilà. Et dernière chose, j'ai oublié, je voulais parler de plein de choses, mais je suis limité dans le temps. Non, c'est tout. Olivier, on avait pas mal échangé, mais je crois que c'est ça. Voilà, et le temps est imparti par Charles, c'est le maître du temps. Donc Merci en tout voilà, cas, en fait, Cédric, pardon. mon dernier tip, c'est peu importe, mais en fait, posez-vous les bonnes questions, renseignez-vous, n'allez pas lire et écouter tout ce qu'on entend dans les journaux et sur Google, parce que ça peut vraiment vous revenir en pleine tête, comme on dit, permettez-moi l'expression, de façon tout à fait insoupçonnée. Bien, donc, en résumé, j'aimerais souligner 2 de vos points. Donc, consultez toujours votre notaire ou votre avocat afin de libérer votre esprit, tant pour vous que pour les vôtres. Et aussi anticiper, faire le point sur ce que vous avez déjà en place comme mécanisme de protection et déterminer vos besoins pour y apporter des réponses adaptées. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas à vous deux de votre intervention. Ce fut très intéressant et je pense que nos téléspectateurs seront maintenant bien informés. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir.